que vous m'entendez tous? Ça passe bien, le son? Ouais, ok. Ben, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous, je le refais. Donc, ah, ça tombe bien. Donc, je m'appelle Mickaëlle Leravalec, je suis directrice de la direction économie éveil à IFPEN et je suis très heureuse donc, de vous accueillir aujourd'hui pour cette 9e édition des rendez-vous IFPEN de l'innovation. Installez-vous là, vous serez aussi bien. Donc, c'est un rendez-vous aujourd'hui consacré au rôle du CCUS dans la décarbonation de l'industrie. Euh, je vais dire aussi bienvenue tout de suite à nos différents intervenants qui sont maintenant tous au complet. Je les présenterai un petit peu plus tard. Alors, vous êtes déjà vous êtes 500 inscrits, même un peu plus de 500 inscrits à cette édition, ce qui est énorme et qui témoigne vraiment de tout l'intérêt porté au sujet. C'est un sujet d'actualité également. Et donc, nous aurons vraisemblablement un débat des plus intéressants à la suite des interventions. Et maintenant, c'est avec grand plaisir donc, que je donne la parole à Pierre-Franck Chevet, président d'IFP Énergie Nouvelle. Oui, merci. Donc oui, effectivement, Pierre-Franck Chevet, président et directeur général d'IFPEN. J'ai un passé assez chargé dans le domaine de l'énergie. Hein. J'ai été le créateur d'ailleurs de la direction générale énergie-climat il y a fort longtemps. J'ai été président de l'ASN. Et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet qui a globalement été enfoui pendant une bonne quinzaine d'années, ou 20 ans même. Il a fait une embardée, c'était en 2005-2007, autour de l'affaire Florange, à l'époque. Et puis, il s'est assez rapidement planté, au moment, notamment, et j'en ai un souvenir très précis parce que j'étais aux affaires à ce moment-là. Alors, aux affaires, c'est peut-être pas une bonne expression d'ailleurs, c'est un petit peu ambigu. Il s'est planté le jour, et j'étais présent à la réunion, où on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver un lieu pour le stockage de CO2. Et on s'est dit, assez logiquement, il va falloir trouver un lieu. Donc, s'il faut trouver un lieu, il va falloir envoyer des moyens pour repérer, qualifier les sols, etc. Et c'est des engins un peu lourds. Et du coup, quelqu'un a dit, bah, il faut en parler au public, les avertir, etc. Et là, il y a eu un grand silence dans la salle parce que tout le monde se regardait en disant qui va y aller. Et globalement, l'affaire ensuite s'est globalement plantée, y compris parce que Florange a décidé, enfin ArcelorMittal a décidé de fermer. Mais c'est un sujet qui revient. Et c'est un sujet qui revient parfaitement à juste titre parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour faire le boulot de décarbonation, notamment pour l'industrie et pour les secteurs qui sont émetteurs et qui, quoi qu'ils fassent, et il y a des choses à faire, bien entendu, en termes de verdissement des procédés eux-mêmes, il y aura un résiduel d'émissions tout à fait important dans la sidérurgie, pour les cimenteries, pour les raffinages, la chimie, etc. Et c'est absolument essentiel, notamment si on imagine de vouloir garder notre industrie. Et je pense qu'on veut garder notre industrie. Donc, on aura besoin de techniques de captage, mais on aura besoin aussi des voies, des exutoires pour le CO2 qu'on aura capté, que ce soit de réutiliser la molécule pour faire des carburants, pour faire des produits, ou que ce soit vers le stockage. Donc, c'est un sujet essentiel. Alors, c'est un sujet essentiel. Alors, il faut jamais dire. Enfin, dans le monde de l'énergie, en général, tout le monde a une idée claire sur la solution magique. C'est souvent comme ça qu'on raisonne. C'est typiquement une approche d'ingénieur. Il y a une seule bonne solution à un problème. Il y a toujours une seule solution. En réalité, les solutions pour la décarbonation elles sont extraordinairement multiples. Les premiers postes, et je me réfère aux travaux menés par l'Agence internationale de l'énergie, qui au passage sont vraiment de très grande qualité et qui éclairent énormément toutes les discussions au niveau mondial sur ce sujet compliqué. Les deux premiers postes, en réalité, efficacité énergétique et sobriété, c'est près de 40% ensemble. Les solutions qu'on doit mettre sur la table pour arriver à faire le job, pour aller vers la neutralité carbone. Ce n'est pas un sujet dont on parle énormément. C'est sans doute le sujet majeur. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra qu'on en parle, peut-être dans ce lieu, mais en d'autres lieux.
parce que c'est vraiment un point essentiel. Dans la même unité de compte, 40% sobriété et efficacité, le deuxième poste, c'est probablement les renouvelables, sous toutes leurs formes. Le poste suivant, c'est effectivement le CCUS. Et quand on arrive à l'hydrogène, c'est de l'ordre de 15%, je crois, CCUS, estimé au niveau mondial, hein, pardon. Et l'hydrogène, dont on parle beaucoup, et d'ailleurs à juste titre, ça fait aussi partie des solutions, c'est globalement 7%. Donc c'est à la fois un sujet majeur, ce n'est pas le sujet le plus important, enfin la solution la plus importante en volume, voilà, mais il faut en parler, et notamment quand on a en tête de préserver notre industrie et de la rendre plus propre. Voilà, et donc c'est très bien qu'on ait organisé ça et qu'on en discute aujourd'hui. Voilà, encore une fois sur un sujet qui est globalement relativement récemment déterré de là où il était. Voilà. Merci, Monsieur Chevet, pour cette introduction. Donc, effectivement, une des caractéristiques de l'industrie, surtout en France, c'est qu'elle est concentrée géographiquement. En gros, vous avez 55% des émissions de l'industrie qui se regroupent sur 50 grands sites émetteurs. Puis ces 50 grands sites, ils représentent environ 10% des émissions françaises. C'est donc vraiment important de se concentrer, au moins dans un premier temps, sur la décarbonation de ces 50 sites. Alors, Pierre-Franck Chevet nous a parlé des différents leviers qui peuvent être actionnés pour réduire ces émissions. On a beau essayer de les réduire, à la fin, il en reste encore. C'est ce qu'on appelle les émissions incompressibles. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaie de les compenser. On les compense en faisant appel à des puits de carbone. Vous avez deux types de puits de carbone, les puits de carbone naturels ou les puits de carbone technologiques. Puits de carbone naturels, on pense aux forêts. Et on sait que leur état, progressivement, se dégrade. Donc, on ne va pas pouvoir compter uniquement sur ces forêts pour compenser nos émissions incompressibles. On est obligé de passer aux puits de carbone technologiques. Et parmi ces puits de carbone technologiques, eh bien, on a le CCUS. Donc ici, le CCUS, il faut vraiment l'envisager comme l'alternative qu'on va utiliser quand il n'y en a plus d'autres pour essayer d'éliminer nos émissions. Pierre-Franck Chevet l'a dit, une filière commence à émerger, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui est en train de renaître. Et la question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire pour assurer le déploiement de cette filière. Et pour répondre à cette question, on a donc rassemblé un panel d'experts qui va nous permettre d'aborder le sujet suivant différents angles: les pouvoirs publics, l'industrie, mais également l'innovation. Et par ordre de passage, donc, nous allons avoir Julien Viau, qui est donc chef du bureau marché du carbone et décarbonation de l'industrie au ministère de la Transition énergétique. Ensuite, nous aurons Henri-Pierre Orsoni, jeune retraité, mais également responsable de la feuille de route de la décarbonation du territoire industriel de Dunkerque pour Eura Énergie. Suivra Maxime Butler, qui est le responsable du déploiement de CCUS chez Holcim. Et nous terminerons avec un binôme représenté donc d'une part par Rachid Chénit, qui est vice-président solutions bas carbone et gaz chez Axens, puis Raphaël Huyghe, responsable du programme CCUS, donc pour le Centre de résultats chimie de l'industrie, à IFP-EN. Grâce à eux, on aura une vision globale sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, merci à eux d'avoir accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour nous faire partager leur expérience. C'est la première chose que je voulais vous dire. Une petite chose également, je tiens à remercier en particulier Maxime, parce que Maxime, eh bien, il est venu nous porter renfort au dernier moment. Il remplace au pied levé une de nos panélistes qui n'a pas pu se joindre à nous à cause d'un imprévu. Donc, merci beaucoup, Maxime, pour ça. Sans plus attendre, je vais maintenant passer, je vais peut-être vous dire auparavant, pardon, je vais peut-être vous dire quelques mots aussi sur le format de ce rendez-vous. À savoir, donc, on commence donc par des interventions de nos panélistes, 10 à 12 minutes pour chacune des interventions. On devrait terminer cette première séquence vers 10 heures. Puis de 10 heures à 10h30, on va passer aux questions. Alors pour les questions, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez les poser dans le chat dès à présent. Une chose peut-être que je vous demanderai, sur laquelle je vous demande d'être vigilant, c'est si possible, lorsque vous mettez votre question, c'est d'essayer aussi de dire à quel intervenant vous vous adressez, quel au pluriel d'ailleurs, c'est possible.
Et maintenant, donc, je vais peut-être passer la parole à Julien Viau, qui va nous donner des éléments de contexte pour mieux appréhender le cadre dans lequel on peut mettre en œuvre la décarbonation de l'industrie, ceci en faisant également appel au CCUS. Merci beaucoup. Du coup, je vais continuer les éléments de contexte qui ont été mis en introduction. En effet, le CCS était quand même quelque chose qui était envisagé depuis longtemps, et je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle avaient vécu cette période, ou en tout cas ont des éléments dessus, mais on avait quand même l'idée au niveau européen de mettre un marché du carbone, un prix du carbone, de préparer l'avenir pour développer les CCS avec deux piliers importants. La réglementation sur le stockage du CCS, donc on a quand même une directive CCS qui existe au niveau européen depuis 2009, et des financements. Donc ça n'a pas marché à l'époque, essentiellement pour des raisons économiques. Le prix du carbone s'est écroulé, les industriels avaient du mal à se projeter sur l'intérêt de vraiment mettre beaucoup d'argent et d'investir dans cette solution. Ce qui s'est passé en fait récemment, en tout cas c'est mon prisme marché du carbone des GEC, c'est qu'on a le paquet Fit for 55 au niveau européen, la révision du marché du carbone, l'augmentation du prix du CO2 et la fin des quotas gratuits, enfin en tout cas la perspective de fin des quotas gratuits pour les sites les plus émetteurs, les secteurs les plus émetteurs au sein de l'ETS d'ici 2034 avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et en fait, ces orientations-là, l'orientation de long terme où il faut qu'on atteigne la neutralité climatique en 2050 fait qu'on doit investir maintenant et adapter les outils industriels dans la décennie qui arrive aux enjeux de la neutralité climatique en 2050. Et c'est là que le CCS est revenu au cœur du jeu, entre guillemets, ou en tout cas est devenu une solution qui n'est plus une solution de rupture qu'on envisage dans 20 ans peut-être, où on chiffre à plusieurs millions de tonnes d'incertitudes ce qu'on va faire dans 20 ans, mais comme une solution que l'on met en œuvre en fait maintenant. Donc, cette perspective-là est importante parce que même au niveau français, si vous regardez la SNBC 2, qui date de 2019, on n'envisageait pas le CCS à 2030. On envisageait comme une solution qui devait arriver pour compenser les émissions incompressibles de l'industrie en 2050, mais pas comme quelque chose qui nous permet d'atteindre nos objectifs 2030. Et quand vous regardez les travaux qui ont été faits par le SGPE en lien avec l'ensemble des administrations, vous voyez que le CCS arrive dès 2030. On a entre 4 et 8 millions de tonnes, donc dans les chiffres du SGPE, c'est 6 millions de tonnes à faire en 2030 d'ici 7 ans, ce qui est quand même assez important. Et ça, c'est un constat qui est lié à ce besoin pour les industriels de se décarboner maintenant, rapidement, et d'aller vers cette solution qui est en fait, même si elle peut être chère par rapport au prix du carbone, n'est pas dans les solutions les moins économiques quand on regarde l'ensemble du panel des solutions de décarbonation profonde. Donc, fort de ce constat, au niveau français, enfin, au niveau du gouvernement, il y a eu quand même un moment important, c'est l'événement de l'année dernière du président de la République sur la décarbonation de l'industrie, avec un ensemble d'items très importants pour cadrer l'exercice au niveau de l'industrie. La stratégie au niveau française, des feuilles de route au niveau des secteurs, des feuilles de route au niveau des 50 sites, une stratégie pour les hydrogènes qui doit être renouvelée, une stratégie CCS qui doit être renouvelée, tout ça pour donner le cadre, les financements et des orientations pour que les industriels investissent dans les différentes solutions. Donc il y a le CCS sur lequel on va parler aujourd'hui, mais aussi d'autres technologies. Et du coup, au niveau de l'État, on travaille étroitement avec le ministère de l'économie, donc la DGE, Direction générale des entreprises, sur cette stratégie CCS qui a été publiée en forme de projet cet été. Il y avait une consultation publique qui était ouverte dans l'idée de enfin se doter d'une stratégie, d'identifier les enjeux de développement du CCS. Donc, je pense que vous la connaissez un peu toutes, mais je vais un peu la décliner point par point. Sa stratégie a été construite quand même avec une focale industrie. Donc ça se ressent quand même parce qu'on ne parle pas beaucoup, par exemple, de CCU, on ne parle pas forcément de CCS pour faire des émissions négatives, des choses comme ça. On a eu quand même une focale industrie du fait de cette demande et ce besoin des industriels qui nous ont été remontés. Donc un gros travail qui était fait initialement, c'était vraiment de quantifier les enjeux et les potentiels de CO2 de façon plus précise que des estimations un peu générales qui avaient été faites auparavant. Et en fait, c'est vraiment le travail 50 sites qui a vraiment été réutilisé assez fortement au niveau de l'administration pour vraiment savoir où est-ce que les industriels pensent investir, où est-ce qu'il y a des potentiels pour développer ce type de technologie. Donc ce travail-là nous a permis de publier dans la stratégie des fourchettes
donc 4 à 8 en 2030 et autour de 20 millions de tonnes en 2050, avec en fait un focus surtout sur l'industrie, et notamment le ciment, de l'ammoniac, un petit peu de sidérurgie. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des différences. C'est-à-dire que si on regarde la stratégie d'il y a 3 ans, typiquement dans l'acier, on était dans une logique au fourneau, CCS à 2050, alors que maintenant l'acier n'est pas forcément le premier client du CCS en France en tout cas, et on est plutôt sur des cimenteries qui se sont lancées avec notamment des projets fonds innovation qui ont émergé très récemment et qui doivent se mettre en place avec des financements qui existent déjà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on sent quand même que les investissements vont se faire sur ces hubs d'export. On a des zones industrielles, on a des émissions, des capacités de transport et d'exportation du CO2, parce qu'on a un problème en France sur ce point, c'est qu'on n'est pas la Norvège, on n'a pas un sous-sol, enfin on a un sous-sol, mais on n'a pas un sous-sol qui a été cartographié de façon très précise, avec des capacités connues, etc. Donc d'ici 2030, on n'aura pas la capacité, on n'aura pas capacité de stocker tout ce qu'on veut capter. Donc, on va forcément exporter. Donc, la première, enfin, en tout cas, un premier point de cette stratégie, c'est qu'il va falloir qu'on puisse exporter vers les capacités qui vont se développer au niveau européen. Donc là, on est aidé par des acteurs qui ont déjà investi, et on va être aidé encore plus par le nouveau règlement NZIA qui est en cours de finalisation. On va vraiment créer au niveau européen un marché de développement de capacités de stockage au niveau européen, ce qui va permettre d'essayer de faire matcher l'offre de stockage et la demande de stockage des industriels. Bon, ça a été dit aussi dans l'intro, c'est important, même si on aura du mal à avoir assez de stockage au niveau français pour notre besoin de stockage des industriels. On pense que c'est important de développer ces capacités. Donc, il y a un travail qui est en cours et qui va être lancé, c'est un des points importants de la stratégie, pour quand même aller chercher ce que l'on peut chercher en France, dans nos régions autour de lacs, bassin parisien et potentiellement en offshore également. Donc, c'est un point qui est important, mais on est conscient que le temps de faire les tests, le temps de faire les recherches, on ne sera pas en capacité de développer ces capacités à très court terme. Alors que les industriels doivent mettre en place des projets, capturer le CO2 et potentiellement le stocker avant 2030. Donc ça, c'est pour le stockage. Sur le transport, il reste encore des sujets un peu à traiter dans la stratégie, notamment jusqu'où on va aller dans une régulation de ce transport de CO2. C'était une des questions importantes de cette stratégie. Et pour finir, on a récupéré l'ensemble des éléments de la consultation sur cette stratégie. L'idée de la finaliser d'ici début d'année 2024, avec deux points qui restent encore un peu à trancher. Cette question de la régulation des réseaux de transport, jusqu'où on va dans la régulation. On a des acteurs qui ont des intérêts, des avis qui peuvent être divergents, et le financement. Donc dans le financement, l'idée est d'utiliser France 2030. Donc, le président a rappelé hier ou avant-hier à Toulouse que c'est un outil important pour construire la France de demain. Et l'idée de pouvoir faire quand même un soutien à la décarbonisation profonde, donner une capacité aux industriels d'investir en gardant leur rentabilité dans ces solutions qui, même si elles sont plus chères que le prix du carbone, pourraient être rentables d'ici 10-15 ans en fonction de notamment l'augmentation de ce prix du carbone. Donc, il y a cette idée de contrat carbone pour différence qui flotte en l'air, où on garantirait une rentabilité par ce type de contrat. La forme exacte de l'aide est encore en discussion, parce que c'est quand même quelque chose de complexe et nouveau qu'on doit mettre en place. J'ai oublié un dernier point. Donc, du coup, quand je reviens un tout petit peu en arrière, l'idée de pouvoir exporter notre CO2, c'est fini là. Un des points importants, c'est du coup d'avoir accès et de permettre aux industriels de pouvoir stocker dans d'autres capacités en dehors de la France. Donc, il y a aussi un gros travail diplomatique qui est en cours. La France a signé des lettres d'intention avec la Norvège, avec le Danemark. L'idée est d'avoir des accords bilatéraux avec les États qui auront des capacités de stockage, donc Danemark, Pays-Bas, Norvège dans un premier temps, avec les pays méditerranéens également. C'est un enjeu réglementaire parce qu'on a le protocole de Londres, on a des traités qui nous obligent un peu clarifier comment on va traiter le CO2 qui passe d'un pays à l'autre, qui est responsable de quoi. Donc, l'idée de permettre aux industriels d'avoir cette capacité de pouvoir exporter. Donc, c'est un travail où la France s'est engagée à donner le plus de clarté réglementaire sur ce point dans l'année qui arrive. Voilà.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Vous avez effectivement donné pas mal d'informations sur le contexte global, puis vous m'avez donné les éléments pour faire la transition. C'est pratique. Pourquoi? Parce que dans cette planification écologique que vous nous avez présentée, il y a eu aussi donc, cet appel à projet pour créer des IBAC, donc des zones industrielles bas carbone. Et justement, le projet de décarbonation qui a été développé pour le bassin industriel de Dunkerque et qui est porté par le groupement d'intérêt public Eura Énergie, fait partie des 2 premiers projets qui ont été sélectionnés. Puis c'est maintenant Henri Pierre donc, qui va nous en parler. Oui, ça marche. Oui, bonjour à tous. Donc, Henri Pierre Orsoni. Donc, je suis chargé de mission chez Eura Énergie. Eura Énergie, donc, c'est un groupement d'intérêt public de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, nous sommes le représentant du territoire dans tout ce qui concerne les projets des industriels. J'ai avant travaillé dans la sidérurgie toute ma carrière chez ArcelorMittal. Donc, je suis un ancien industriel, un ancien émetteur de CO2 et un ancien producteur d'acier. Donc voilà. Donc Dunkerque, c'est une plateforme industrialo-portuaire très importante d'un point de vue énergétique, d'un point de vue industriel. Et la communauté urbaine a fait et les industriels dunkerquois, hein, le collectif des industriels, ont fait le choix il y a déjà un certain nombre d'années d'aller vers une économie décarbonée, donc avec 2 axes. L'axe qui est que les industries présentes sur le territoire, et je vais en parler maintenant beaucoup plus, doivent se décarboner. Et deuxièmement, le développement sur Dunkerque d'une chaîne de valeur de l'économie de la mobilité décarbonée, donc avec l'installation de nouvelles industries autour de la batterie. Donc c'est vraiment le choix d'une industrie qui se transforme et d'une industrie nouvelle qui arrive. Et c'est donc, je pense, un territoire en France qui est relativement problématique sur l'aspect réindustrialisation, hein, puisqu'à Dunkerque, on en parle et on en fait. Donc ça, c'est le thème général. Alors, moi, je vais parler de CO2. Il y a peu d'émissions ou pas d'émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 sur le bassin dunkerquois. Donc le territoire a affiché déjà il y a quelques années, d'une part, un objectif, je dirais peut-être relativement standard, de 30% d'abattement des émissions en référence 2021 en 2030 et de neutralité carbone en 2050. Ça, je dirais, c'est peut-être pas très innovant, mais je pense que c'est important de l'afficher. Et deuxièmement, c'est d'une ambition qui nous ramène au thème du CCS, c'est que 75% de la réduction des émissions de l'abattement CO2 soit fait par du progrès technique, par de la réduction réelle d'émissions nettes, et que 25% soit ce qu'on appelle les résiduels incompressibles, et donc soit destiné à faire du CCS, par exemple, hein, du stockage. Donc c'est bien ça l'idée. On porte une vision, on doit diminuer les émissions, et puis ce qui est incompressible, et il y en a, doit faire l'objet d'un traitement spécifique de captage et de stockage. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de CCS et de hub CO2 à Dunkerque. Donc ça, c'est le thème un petit peu général. Donc Dunkerque, comme Michael l'a rappelé, l'an dernier a fait partie le territoire dunkerquois, hein, porté par Eura Énergie dans le cadre de l'appel à projet ADEME, dans l'industriel bas carbone. Donc le territoire dunkerquois a été un des 2 premiers lauréats en France pour, disons, pour nous permettre d'aider les études d'ingénierie de faisabilité des infrastructures que le territoire doit porter pour favoriser la décarbonation. Donc ça, c'est un point très important puisqu'on a des moyens qui sont donnés pour faire des études visant à décarboner le territoire. Et donc ça, c'est aussi un point important dans la politique nationale. Ça, c'est le thème voilà, un petit peu général. Alors, si on parle d'émissions, sur le territoire industriel portugais, qu'on étend à 70 km autour de Dunkerque pour englober les industriels qui sont juste derrière la mer, mais un peu plus loin. On a 16 millions de tonnes d'émissions de CO2. Donc, ça représente 80% des émissions de l'industrie des Hauts-de-France, qui est environ à 20 millions de tonnes. Et ça représente 20% de l'industrie française, hein, qui est environ à 80 millions de tonnes. Donc, c'est ça un peu les ordres de grandeur. Et donc, ces 16 millions de tonnes se répartissent sur un top 5, un top 5-6 d'industriels qui sont à plus de 500 000 tonnes, un top 10 qui va jusqu'à de 500 000 tonnes à 100 000 tonnes, et puis un top 20 qui va de 100 000 tonnes à 50 000 tonnes. Donc,
entre guillemets, pas mal. Puis après, il y a un top 50 ou autre, mais ceux-là, je ne les connais pas encore tous. Et donc voilà, ça c'est un peu le panorama général. Et donc évidemment, on a parlé du top 50 au niveau français, il y a pas mal de membres du top 50 français qui ont un établissement sur la zone de Dunkerque. Ça, c'est le thème général. Donc le territoire porte une feuille de route décarbonation. Alors, il faut bien comprendre que donc, la décarbonation, elle est faite par les industriels. Donc, les industriels ont des projets que nous supportons. Donc, ces projets sont axés sur trois grandes familles de leviers. Une première famille que je globalise, hein, qui est efficacité énergétique, sobriété énergétique, rupture technologique, hydrogène et beaucoup électrification. C'est un des moyens clairs de substituer l'énergie fossile. Hein. Donc ça, c'est un très gros levier. Hein. Un deuxième levier bien spécifique et qui est très important pour moi, c'est la circularité des matières, notamment le recyclage de l'acier et de l'aluminium, qui est porté par certains industriels. Et puis le troisième levier, donc quand on a fait tout ça et qu'il reste encore du CO2, c'est le captage en vue de stockage et ou de réutilisation. CCUS ou CCS. Moi, je préfère parler de CCS ou de CCU parce que c'est plus clair. C'est pas la même chose. Hein. Donc ça, c'est le troisième levier. Ça, c'est les projets des industriels. Le territoire a pour ambition, d'une part, d'aider, de supporter les industriels dans leurs projets, mais surtout de veiller à ce que les infrastructures soient en place en temps et en heure, avec deux idées de base à respecter. Le juste besoin. Tout le monde a besoin d'électricité, d'eau, etc. Mais il faut quand même peut-être bien challenger les besoins. La ressource, elle est commune. Et puis la mutualisation des infrastructures. Et donc, c'est à ce à quoi nous sert ZIBAC, hein, si je reviens sur le thème ZIBAC. ZIBAC nous aide à financer des études d'infrastructures en matière d'électrification, en matière de CO2 et du hub CO2, en matière d'hydrogène, en matière d'eau industrielle, en matière de chaleur. On a aussi un réseau de chaleur à Dunkerque en étang. Et en matière de gaz naturel, alors, soit pour des besoins actuels, soit pour des besoins biomasse futurs, hein, ou changement de type de gaz. Donc ça, c'est le thème du territoire, de coordonner les acteurs pour mettre en place les infrastructures en temps et en heure, mais en veillant à ces objectifs, hein, de mutualisation et de juste besoin. La feuille de route de Dunkerque, elle est structurée sur, aujourd'hui, si vous voulez, on a un master plan avec 15 projets portés par différents acteurs industriels de décarbonation. Un a été autorisé, tous les autres sont à autoriser. Et 6 projets doivent être autorisés, le FID, Financial Decision, en 2024. Donc, on est vraiment dans une année charnière où si ces investissements se déclenchent, et je reviendrai là-dessus sur les conditions de succès, la feuille de route telle qu'elle est définie sera atteinte très correctement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, cette feuille de route? Quand on prend les projets, donc tous ces projets dont je parle sont des projets constitués dans les entreprises avec des gens qui travaillent donc en phase avant-projet, en pré-FID ou FID, hein, pour parler dans le jargon européen, et donc avec des objectifs de décision financière 2024, 2025, 2026. On a donc aujourd'hui, dans nos prévisions d'abattement, avec tous les projets portés par tous les projets des principaux industriels, on a donc le 16 millions de tonnes en 2030, il devient 8 millions de tonnes, ou un peu moins d'eux, donc un peu plus de 50% d'abattement, division par 2 des émissions, sur la base industrielle actuelle. Hein. Et puis en 2033, on est à environ à 6 millions de tonnes. Donc 60% d'abattement. Donc la bonne nouvelle, c'est que les projets mis sur la table, sur lesquels les gens travaillent, nous permettent d'avancer bien dans la trajectoire, hein, et d'overshooter le 30% affiché. Par ailleurs, en 2033, selon nos prévisions et notre feuille de route, il reste encore, entre guillemets, 6 millions de tonnes à diminuer ou à abattre, pour lesquels il n'y a pas forcément de projet aujourd'hui ou d'idées, etc. Et donc, il y a encore du travail, évidemment. Hein, le sujet de neutralité carbone n'est pas encore complètement clair. Et ZIBAC aussi va nous aider à travailler cette feuille de route 2050, hein, cette trajectoire 2050.
Donc, voilà, ça c'est un peu tout le thème général. Je reviendrai un peu sur les conditions de succès des fameux projets. Je vais maintenant peut-être arriver sur le sujet pour lequel vous êtes venu, qui est le CCS. En fait, donc, dans notre panorama de projets, il y a des projets de captage de CO2 et de captage chez des industriels. Et donc, ensuite, donc, de transport et de stockage temporaire sur le port en vue d'export pour stockage géologique, par exemple en Norvège ou ailleurs. Hein. Et donc ça, ce sont des projets qui sont portés par un certain nombre d'industriels et qui sont bien avancés. Et donc, je vais les citer parce que je pense que c'est public. Il y a d'une part le projet d'intérêt commun d'Artagnan, porté par Air Liquide avec Ekiom et l'Ouest, ArcelorMittal, qui ambitionne une première phase et Dunkerque LNG, donc le terminal LNG du port, et RTE qui fournit le support électrique, je n'oublie personne, mais qui ambitionne donc de mettre en place sur le port de Dunkerque un hub CO2, qui est donc un hub CO2, c'est une fois que vous avez capté le carbone chez les industriels, d'avoir un réseau d'infrastructures de transport pipe et un site de stockage, enfin de liquéfaction, stockage temporaire et expédition, aujourd'hui par bateau, vers des sites de stockage géologique quelque part en mer du Nord. Hein. Ça, c'est ce type de projet. La phase 1,5 million de tonnes a pour ambition d'être autorisée en 2024 et donc d'avoir ce terminal opérationnel, ce hub CO2 opérationnel avec la première phase 1,5 million de tonnes en début 2028 ou fin 2027. À cela se rajoutent d'autres phases pour lesquelles les gens travaillent déjà. C'est donc d'une part amener ces 1,5 million de tonnes de CO2 qui viennent de deux sites qui sont un peu à l'écart d'un Dunkerque, c'est Limbre et Eretti, donc c'est un pipe dense qui va transporter du CO2. Les consultations nationales du débat public ont été faites cette année. Et puis ça rajoute des différentes phases de projet, de collecte, de captage de CO2 sur la zone du port de Dunkerque avec différentes entreprises, de collecte via un système d'infrastructure de pipe de gaz, en phase gaz, et pas en phase dense, hein, peut-être trop dans le détail technique, porté par GRT Gaz, qui fait des études de faisabilité actuellement. Et tout ça arrivant sur ce terminal CO2 du port. Et donc, avec en résumé, une première phase ou un premier standard de démarrage à 1,5 million de tonnes en 2028. Et très rapidement derrière, une montée en régime qui doit nous amener entre 4 et 5 millions de tonnes en 2030. C'est ça le panorama général. Alors, ces projets sont financés par différents moyens, notamment l'Innovation Fund, notamment le Connecting Europe Facility, ZIBAC, France 2030. Enfin, il y a un certain nombre de moyens qui existent et qui se déploient. Et donc, je termine juste sur 2 points. Cette feuille de route, elle existe, elle est très claire et c'est tout un souci maintenant d'arriver à temps et à l'heure. Et pour ça, il y a 2 freins que moi je les détecte. C'est le financement. Évidemment, donc le financement, ça passe par un mix financement public, financement privé. Ça passe aussi par, comme l'a dit monsieur, par éventuellement donner visibilité sur le prix du CO2, les contrats fort différence, qui portent le risque d'une infrastructure à 5 millions de tonnes quand il n'y a qu'un million et demi, etc. Enfin, plein de sujets qui sont liés à ça. Mais c'est très important parce que tant que le financement n'est pas validé, tant que les actionnaires n'ont pas décidé de lancer le projet n'est qu'un avant-projet. Hein. C'est un joli nom, mais il n'y a personne qui a des pelles. Hein. C'est encore que des computers. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, j'ai fini. Ouais. Et le deuxième point, c'est la contrainte administrative, entre guillemets. C'est l'aspect pour mettre en place un projet de nouvelle usine. En France, on doit respecter, c'est normal, ou en Europe, un certain nombre de règles, notamment autorisation d'exploiter, enquête publique, enquête environnementale, consultation nationale du débat public, tout ça c'est clair et on connaît les timings. Le problème, c'est quand on a plusieurs projets qui se ressemblent, si on ne les mène pas en même temps, le projet 2 va attendre que le projet 1 soit totalement autorisé. Ça, c'est pour ne pas saucissonner les projets. Et donc, notre feuille de route, qui est très belle, qui nous amène à un risque de glissement de 2032 à 2035. Simplement, si on respecte toutes les règles qu'il faut respecter, les derniers projets prendront 3 ans de retard. Purement pour une logique d'autorisation administrative à respecter. Voilà, j'ai fini. J'ai été
Presque bon. Just in time. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur tous ces points-là. On va passer peut-être maintenant donc, la parole à un industriel, donc Maxime qui représente la cimenterie Holcim. Holcim, comme tous les cimentiers, on va dire qu'ils ont beaucoup d'ambition vis-à-vis de la décarbonation. Puis j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus. Merci. Très bien. Bah, écoutez, je vais essayer d'être concis. Donc Maxime Butler, je suis responsable du déploiement des projets de CCUS chez Holcim. Holcim, c'est un groupe mondial avec une centaine de cimenteries dans le monde, mais une concentration toute particulière en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord. Et donc, les projets dont on parle de CCUS sont des projets absolument clés pour nous. Je voudrais commencer par faire un petit rappel sur le ciment. Je ne suis pas un expert du ciment, mais lorsque je suis arrivé dans le groupe Holcim il y a 3 ans, on m'a expliqué comment on fabriquait le ciment et c'est là que j'ai compris l'ampleur du défi qui était face à nous. Alors, juste assez schématiquement, pour fabriquer du ciment, la matière première, c'est le calcaire. Le calcaire, c'est du carbonate de calcium. D'accord ? Donc, c'est du calcium lié chimiquement avec du CO2. Et dans le procédé cimentier, on chauffe très fort ce carbonate de calcium pour casser la liaison entre le calcium et le CO2. Et donc là, vous comprenez tout de suite que finalement, le CO2 qui est émis par les cimentiers, ce n'est pas du CO2 qui est issu de la combustion d'un combustible fossile uniquement, c'est essentiellement du CO2 qui vient de la matière première et qui vient de la chimie de la fabrication du ciment. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre pour avoir en tête le défi qu'on a face à nous. 2/3 des émissions des cimenteries vient de la matière première, 1/3 vient des combustibles. Alors, comment on fait pour décarboner les cimenteries? On a différents leviers. D'abord, ce qu'il faut dire, je ne peux pas commencer à parler de décarboner le ciment sans dire un mot sur la sobriété qui joue un rôle majeur aussi. Donc, utiliser moins de béton dans la construction, utiliser moins de ciment dans le béton. On travaille sur tout ça au centre de recherche de Saint-Quentin-Fallavier. Mais pour ce qui concerne les cimenteries en propre, les leviers de décarbonation sont d'abord de réduire, d'améliorer l'efficacité énergétique des cimenteries, d'utiliser des combustibles alternatifs. On a déjà des cimenteries qui sont à plus de 90% de combustibles alternatifs, c'est-à-dire des déchets, dont une bonne proportion est de la biomasse. L'autre levier employé pour décarboner les cimenteries, c'est d'utiliser des matières premières décarbonées. Voilà, on peut monter jusqu'à 15-20% de matières premières décarbonées si elles sont disponibles autour des cimenteries. Toute la question, c'est le sourcing finalement de ces matières premières décarbonées qui remplacent le calcaire. Une fois qu'on a fait tout ça, et on est déjà bien avancé sur la plupart des cimenteries du groupe, le seul levier qui nous permet d'atteindre une décarbonation complète des cimenteries, c'est le CCUS. On ne pourra pas avoir de cimenterie complètement décarbonée sans avoir du CCUS. Le secteur cimentier et Holcim a compris tout ça et a bâti une roadmap très très tôt sur les leviers de décarbonation. Dans cette roadmap, on voit que entre 40 et 50% de l'effort de décarbonation pour atteindre le zéro carbone, la cimenterie zéro carbone, c'est du CCUS. Et les projets de CCUS, c'est des projets qui sont particulièrement longs pour une décision d'investissement qui intervient en 2024. C'est des projets qui démarrent en 2028, pas avant. Voilà. Et il faut prendre en compte aussi tout le temps de développement des projets qui est très long, très consommateur de temps.
où il faut aller chercher des partenaires, trouver un exutoire pour le CO2, comprendre comment on transporte ce CO2 de la cimenterie jusqu'à l'exutoire. Et donc là, il y a aussi une période de 2-3 ans. Donc on voit qu'un projet de CCUS, l'ordre de grandeur, c'est 5 à 6 ans. Et donc c'est pour ça que nous, le groupe Holcim, on commence à travailler sur le CCUS. On a déjà commencé il y a quelques années en arrière, mais on commence très sérieusement à travailler sur le CCUS pour être prêt avant 2030. L'ambition du groupe, qui a été partagée dans le Climate Report de 2023, c'est d'avoir 5 millions de tonnes par an de capacité installée de CCUS avant 2030. Et pour atteindre cette ambition, le groupe s'est engagé à investir 2 milliards d'euros de sa poche. Alors, les projets de CCUS, c'est des projets qui sont très coûteux. Même 2 milliards pour développer tout le portfolio de projets qu'on a dans le groupe, c'est pas suffisant. Alors, on va chercher des financements, les financements du Fonds de l'innovation européen, où on a obtenu quelques succès en 2022 et en 2023, nous permet d'entamer cette transition vers une cimenterie bas carbone. Le message que je veux passer aussi, c'est que pour faire tout ça, il nous faut un exutoire pour le CO2. Et le stockage en est un, l'utilisation un autre, l'utilisation en produits, en produits hydrocarbonés pour la chimie, éventuellement pour aussi aider d'autres secteurs à se décarboner, comme le maritime, l'aérien. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la tension se regroupe autour de ces exutoires. Pour ce qui est du stockage de CO2, récemment, le Net Zero Industry Act propose de pousser les industriels de l'oil and gas à proposer 50 millions de tonnes par an de capacité de stockage d'ici à 2030. Aujourd'hui, ces capacités, elles n'y sont pas. Donc, il y a une tension sur le stockage et c'est probablement ce qui freine un petit peu les projets aujourd'hui. Donc, c'est vraiment nécessaire de développer un peu plus. Je vais prêcher pour ma paroisse un petit peu. Vous avez compris que le monde du ciment ne peut pas se décarboner sans CCUS. On dit que c'est un secteur hard to abate, donc avec du CO2 inévitable. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que des capacités soient réservées pour ces secteurs hard to abate. Parce que d'autres secteurs peuvent se décarboner autrement. Et nous, ce n'est pas notre cas. Donc, on se retrouve en concurrence avec des projets d'oil and gas ou d'autres secteurs dont le CO2 peut être évité autrement. Et c'est dommage parce que ça limite la capacité à décarboner des industries nécessaires, mais qui n'ont pas d'autres moyens pour se décarboner. Le deuxième message peut-être que je veux passer pour aider au développement du CCUS, c'est le développement de l'infrastructure. On a l'Europe qui met à disposition un financement qui s'appelle Connecting Europe Facility, qui permet de développer l'infrastructure. C'est bien, mais là encore, il y a une telle nécessité de développer l'infrastructure qui est inexistante aujourd'hui. Donc, on parle du transport du CO2, des tuyaux en Europe et comment dire, entre deux pays qui n'ont pas de frontières physiques, donc par bateau éventuellement et par tuyaux offshore, mais aussi des hubs de liquéfaction dans les ports qui sont aussi très coûteux et qui nécessitent et qui sont nécessaires pour convertir du CO2 qui serait amené jusqu'au port en phase gazeuse en un CO2 liquide pour le transporter vers les sites de stockage qui sont essentiellement situés en mer du Nord.
On pense aussi que le développement du stockage onshore est une nécessité, permet de drastiquement réduire les coûts et d'offrir plus de possibilités de stockage. Voilà un peu tout ce qu'on voit et qui nous semble nécessaire pour développer le CCUS, une filière CCUS, notamment en France, et décarboner l'industrie française. Voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour ces différents messages qui sont très clairs, je crois. Différents enjeux ont été notés, parmi lesquels la notion du coût de la tonne CO2 qui est revenue plusieurs fois. Le coût est effectivement un facteur clé et quand on essaie de l'abaisser, on a souvent recours, ou on essaie, donc d'avoir recours à la technologie. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers le dernier binôme qui intervient maintenant. Et je crois que c'est Raphaël qui va démarrer, pardon. Mais donc j'ai un peu envie de te demander, Raphaël, donc, quelles sont les barrières qui, selon toi, restent à lever dans ce domaine? Très bien, merci. Le micro marche? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Huyghe, en charge du programme captage, stockage, utilisation du CO2 à IFPEN. Et donc, pour apporter des éléments de réponse à la question soulevée, et finalement je la reformulerai, c'est quel besoin d'innovation pour cette filière, notamment pour cette notion de coût. Je rappellerai tout d'abord les chiffres dernièrement publiés par l'AIE, réestimant la contribution de la filière CCUS pour atteindre la neutralité carbone, ce fameux scénario net zero emission. À ce jour, c'est 45 millions de tonnes de CO2 captées, stockées dans le monde. En 2030, c'est une cible de 1 milliard. Et en 2050, c'est une cible de près de 6 milliards. On comprendra aisément un des vrais enjeux, finalement, pour cette filière CCUS, à savoir son déploiement à grande échelle. Et c'est bien, finalement, ça a été évoqué lors des précédentes interventions, il s'agit ici de créer les conditions favorables en fait, à ce grand déploiement, tant sur les aspects réglementaires, en effet, financiers, ça a été évoqué par Julien, Maxime, mais aussi sur le plan technique, économique, environnemental. Et c'est bien là, finalement, l'enjeu et le rôle que doit porter l'innovation et une des missions d'IFP Énergie Nouvelle, qui mène maintenant depuis près de 20 ans des travaux de recherche et développement sur l'ensemble de cette chaîne, depuis le captage, la compression, le transport et le stockage du CO2. Avec finalement cet objectif de développer des solutions technologiques innovantes en lien direct avec les besoins de cette filière. Et là, je raccroche à la question. Un des besoins majeurs, bien sûr, c'est cette notion du coût. C'est un facteur clé pour la réussite de ce déploiement. Et là, l'innovation, finalement, pour l'évoquer et pour illustrer concrètement ce que peut apporter l'innovation, nous aborderons la partie captage. En effet, la partie captage, comme vous le savez peut-être, peut représenter plus de 60% du coût global de la chaîne CCUS. Il s'agit donc ici bien d'innover, à la fois sur les médias de séparation, sur les technologies de réacteurs, et ce afin de minimiser les consommations énergétiques. C'est le poste économique clé sur le procédé de captage. Et aussi, bien sûr, d'aller réduire les tailles des équipements, les matériaux, etc. Et là, pour réduire les CAPEX. Et donc, c'est bien pour répondre à cet enjeu, qu'IFP Énergie Nouvelle, notamment en partenariat avec Axens, nous avons développé le procédé DMX. Ce procédé, justement, il repose sur une formulation de solvant innovante qui permet de réduire jusqu'à près de 20-25% la consommation énergétique par rapport à des technologies dites conventionnelles. Donc, nous sommes actuellement en cours de démonstration de ces technologies sur le bassin d'Ankerquois, chez ArcelorMittal, avec l'ambition, l'objectif de pouvoir adresser le marché fin 2024. Toujours dans cet apport de l'innovation, je pourrais mentionner le procédé CLC. C'est un procédé par boucle chimique, combustion par boucle chimique, un procédé de production d'énergie à partir de ressources fossiles, mais aussi maintenant nous l'orientons vers les énergies, vers les ressources biomasse et déchets. Là encore, l'apport d'innovation permet, à travers les innovations sur les technologies de fluidisé, sur le porteur solide d'oxygène, permet de réduire significativement les coûts associés au captage du CO2. Donc voilà, vous l'avez compris, des technologies aujourd'hui qui se préparent à la commercialisation et c'est de bonne loi puisque j'entends, on y est et je suis complètement d'accord avec vous. Mais j'ai aussi envie de faire passer le message, alors peut-être parce que je travaille à IFP Nouvelle, un institut de recherche, mais
il ne faut pas s'arrêter là. Les travaux de RI doivent se poursuivre. Les besoins évoluent, notamment pour les petits moyens émetteurs. Vous en avez parlé, c'est très intéressant. Et aussi pour cette capacité au procédé de captage, notamment de travailler sur les bases teneurs en CO2. Et là, bien, je pense que vous avez peut-être compris, je fais référence au DAC. Vous en avez entendu parler, le Direct Air Capture. L'idée étant d'aller retirer directement le CO2 de l'atmosphère. Là, il nous faut une innovation de haut niveau pour prétendre finalement à une technologie dite à émission négative, bien, pour prétendre à une industrialisation à grande échelle. Je rappellerai que ce DAC est identifié dans la majorité des scénarios comme une technologie de premier plan et importante pour répondre à la neutralité carbone. Donc les travaux de RI sont ici nécessaires. Donc peut-être avant de passer la parole à Rachid, je dirais un dernier mot. J'ai beaucoup parlé captage, parce que le temps est ma partie, mais je ne peux, il faut absolument qu'on puisse évoquer quelques instants les autres briques, qui là encore, où l'innovation doit jouer un rôle majeur, et je pense notamment à la partie stockage CO2. Ça a été dit, c'est un enjeu majeur d'accélérer, si on veut être au rendez-vous de la neutralité, d'accélérer le développement des sites de stockage. Alors, de tels développements requièrent finalement d'évaluer maintenant précisément les capacités de ces sites de stockage, et bien sûr de garantir la sécurité et la pérennité de ces stockages sur de longues années. Et là, eh bien, nous allons faire appel à des outils expérimentaux, à des outils de modélisation numérique, à des méthodes de surveillance de très haut niveau, actuellement en cours de développement, où là encore, il est nécessaire de pouvoir prétendre à des technologies high-tech, j'ai envie de dire, pour assurer toute cette partie et accélérer ces sites de développement de stockage. Voilà, Rachid, je te passe la parole. Merci Raphaël. Bonjour à tous, Rachid Chenit. Je suis le responsable de la ligne de produits solutions bas carbone et gaz au sein d'Axens, filiale de l'IFPEN. Pourquoi nous devons avoir une approche collaborative? Pour moi, c'est la clé. L'approche collaborative, elle est essentielle dans la définition et la mise en place de solutions techniques qui soient optimales. On a parlé de coûts, on a parlé de fiabilité, de robustesse et de solutions qu'on est capable de mettre en place très rapidement. Et ce savoir-faire, on a la chance en France de l'avoir développé durant des décennies à travers différents secteurs, que ce soit l'oil and gas, les industries de la matière comme la sidérurgie ou d'autres, nous a permis d'avoir cette expertise reconnue internationalement et facilement adaptable pour pouvoir développer des solutions innovantes comme la capture de CO2. Donc, Axens, à travers son expertise, comme d'autres acteurs, a développé avec l'IFPEN une solution qu'on appelle le DMX, une solution innovante à base d'amine. C'est une solution parmi d'autres. Il y a d'autres acteurs qui ont aussi développé d'autres solutions qui ont pour but de réduire la pénalité énergétique, mais aussi d'amener une solution robuste, fiable et disponible aux différents industriels. La clé, encore une fois, c'est la collaboration. Donc, quand on discute avec les industriels, la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'orienter justement les industriels sur la bonne solution. Les solutions amines sont une des solutions, mais il y a d'autres solutions comme la cryogénie ou les matières pour absorber le CO2. Donc ce discours, cette coopération, elle est essentielle. Le but, c'est d'avoir une démarche collective et intelligente. Une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a pu orienter les industriels, il faut rentrer dans une approche aussi globale. La capture de CO2, c'est une chose. Donc, l'absorption du CO2, on sait très bien le faire. Mais il faut aussi réfléchir au pré-traitement, au conditionnement et la finalité, savoir si on veut exporter le CO2 sous forme de gaz, sous forme liquide. En ayant cette approche globale, ces échanges, ces itérations, on arrive à déterminer une solution optimale. Une solution optimale en performance, en coût et en mise en œuvre. Et c'est essentiel d'avoir ces discussions très en amont avec les différents acteurs, que ce soit les industriels, les collectivités, les associations, les citoyens, tout simplement parce qu'une solution, comme on l'a rappelé, c'est des CAPEX, des OPEX,
mais surtout une échelle de temps qui est quand même importante. On parle de 3 à 5 ans pour mettre en œuvre ces projets. Donc, avoir ce débat, cette vision et cette co-construction avec les différents acteurs, c'est essentiel. C'est essentiel pour mener à bien ces projets qui sont primordiaux pour des industries comme la cimenterie, comme l'acier, comme la chaux, et qui vont être aussi des acteurs essentiels de la transition énergétique. Merci beaucoup, Rachid. Je regarde l'heure et je vois qu'on arrive au bout donc, de cette première séquence d'une heure. Je vais effectivement donc passer à cette partie questions. On a quand même pu voir donc, pas mal de choses jusqu'à présent sur différents enjeux, différents défis, différentes questions qui se posent grâce à tous ces intervenants. Donc pour les questions, on va commencer peut-être par la salle. Il y aura aussi pas mal de questions du côté comment dire, du distanciel, donc on y reviendra juste après. Je vais juste vous demander une chose, donc quand vous avez une question, c'est comment dire, vous vous présentez, vous donnez votre question, puis vous dites aussi à qui vous l'adressez. Et donc on va peut-être pouvoir démarrer maintenant. Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. J'ai 2 commentaires en fait qui seront des questions in fine. Mon premier commentaire, c'est sur l'historique du CCS qu'a rappelé Pierre-Franck Chevet en introduction. Effectivement, c'est une technologie ancienne et il y a eu un grand hiver du CCS pendant de très nombreuses années. Il a rappelé Florange, ArcelorMittal, qui était un projet soutenu politiquement très vigoureusement par Montebourg, mais il n'a pas cité qu'au niveau européen, il y avait 12 projets qui étaient listés, prêts à être subventionnés et prêts à être également engagés. Ces 12 projets ont collapsé. Donc la totalité des projets ont collapsé alors que c'était porté politiquement. La question, c'est pourquoi ça a ressuscité. Pour une seule raison, c'est à cause de l'hydrogène bleu. L'hydrogène gris, produit pour l'industrie, les raffineries, posait problème, comme vous le savez, 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Et donc, un certain nombre d'industriels ont poussé pour l'hydrogène bleu. Je ne vais pas les nommer, mais c'est essentiellement Air Liquide et Total. Et la raison principale, c'était de prolonger leurs installations. D'autre part, il y a eu un prétexte extraordinaire au niveau industriel qui sont les cimentiers, qui soi-disant ne peuvent pas se décarboner. Et donc, le CCS est reparti. Le deuxième commentaire que je veux faire, c'est qu'on parlait de CCS, alors qu'il y a aussi le CCU qui était développé par un certain nombre de chercheurs pour transformer le CO2 en un produit intelligent, utile, valorisable. Et donc, on a inventé un concept qui s'appelle CCUS, qui a consisté à maquiller le CCS sous la vertu du CCU pour finalement faire que du CCS et ne jamais parler de CCU comme aujourd'hui, puisqu'on n'a absolument pas parlé de la transformation du CO2 en produits méthanol, kérosène, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue prospectif, le CCS et le CCU sont absolument orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas ensemble, il faut choisir. Il y a donc un débat. En particulier, vous comprendrez bien que les pipelines, ils vont aller d'un côté si c'est CCS, ils vont aller de l'autre côté si c'est CCU, etc. Et du coup, la question, c'est est-ce que le CCS n'est pas un contresens prospectif, comme je l'ai exprimé dans 2 de mes tribunes aux Échos? Et je vais prendre qu'un seul exemple pour me faire comprendre. Monsieur Julien Viau a expliqué qu'il y a 3 ans, le CCS a été imaginé pour la sidérurgie, puisqu'on faisait de la réduction avec du carbone, donc il y avait du CO2, on allait capturer le CO2 et le stocker. Mais depuis 3 ans, on a changé un peu de perspective à cause de l'innovation, et maintenant on imagine de l'hydrogène pour réduire la métallurgie, et donc le CCS est devenu évanescent pour ce secteur industriel. Donc il est revenu au niveau des cimentiers. Ma question est très simple.
dans combien d'années ce sera aussi évanescent pour le ciment? Et donc, quelle est l'énormité des investissements échoués qu'on est en train de décider aujourd'hui, qui vont arriver dans 3, 4, 5 ans, peut-être? Je rappelle quand même qu'il y a des startups et même des PME qui font des ciments entièrement décarbonés et produits à froid et qui se vendent parfaitement aujourd'hui, y compris à des donneurs d'ordre, etc. Et que beaucoup de cimentiers ont une partie de leurs ciments, y compris Holcim, qui sont des ciments décarbonés parce qu'il y a de l'innovation dans ce secteur-là. Et côté chimie, qui est le deuxième secteur où on pense vouloir décarboner par ce procédé-là, il y a bien entendu aussi toute l'innovation qui va avancer à partir de la biochimie par opposition à la pétrochimie. Et mon dernier commentaire, il est que dans les projets que vous avez évoqués en particulier à Dunkerque, on commence par décarboner avec de la biomasse. Et donc, il y a une production de CO2 biogénique. J'imagine pas que le CO2 biogénique est séparé du CO2 anthropogénique pour d'un côté aller utiliser le CO2 biogénique qui va servir à faire du méthanol et de l'autre côté aller séquestrer le CO2 anthropogénique. Donc il y a un risque très grand, comme je l'explique dans une de mes tribunes, que le CO2 biogénique qui est du caviar, puisque c'est ça qu'on veut récupérer de l'atmosphère, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable et qui est très rare, alors qu'on va le séquestrer, on va donc le mettre à la poubelle, au lieu de l'utiliser pour faire des produits dont on a besoin pour le transport maritime, par exemple, qui a décidé de transformer des milliers de navires au méthanol. Il va donc falloir fabriquer le e-méthanol, à moins qu'on préfère l'importer d'ailleurs. Même chose pour les carburants de synthèse, même chose pour le kérosène. Donc ma question est très simple. Est-ce que le CCS n'est pas un contresens prospectif et qu'il faudrait au contraire mettre un peu plus l'accent avec des investissements sur le CCU pour préparer l'avenir correctement? Donc là, c'est une poupée russe de questions. C'est peut-être Julien Viau qui va démarrer. Vous mettez des questions qui sont assez importantes sur est-ce que le CCS sera aussi pertinent à l'avenir. Peut-être une défocale comme ça en France, on va regarder le CCS sur l'industrie. Dans les scénarios AIE net zéro, il y a du CCS sur l'énergie. Et notamment, il y a du CCS sur l'énergie des centrales charbon, des centrales gaz, parce qu'on est conscient que si on veut atteindre les objectifs en 2050 au niveau mondial, on ne va pas demander aux Chinois, aux Indiens de fermer leurs centrales charbon qui viennent d'ouvrir il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Donc, si on veut la solution au niveau mondial, à un moment, il y aura du CCS sur l'énergie dans certains pays. Donc, en France, on ne fait pas cette solution parce qu'on n'a pas... L'enjeu, c'est de fermer les centrales à charbon un jour, d'avoir le moins de centrales thermiques dans le secteur électrique. Mais on a un peu cette tension dans le secteur industriel parce qu'en effet, il y a des solutions de rupture qui pourraient émerger. Mais si on mise que sur les solutions de rupture, le ciment bas carbone, l'acier hydrogène, etc., l'aluminium à non inerte, on peut attendre peut-être 10-15 ans, il peut ne rien se passer et on aura des industriels qui vont se retrouver en difficulté économique, il y a des enjeux d'emploi, etc. Donc, c'est là que le CCS, et c'est logique aussi, on a des industriels qui se disent, en fait, j'ai mon installation industrielle, si je mets du CCS, potentiellement, je peux, dans les 20-30 prochaines années qui arrivent, continuer à produire, à être compétitif dans un marché unique européen où le CO2 sera un point important de différenciation. Et c'est clair qu'il y a des enjeux quand même à se dire, à un moment, est-ce que tous ces investissements seront les plus pertinents en 2050, quand on va développer d'autres technologies, quand il y aura d'autres solutions? Mais il y a cette transition qu'il faut amener et c'est un peu compliqué de dire on ne fait pas de CCS et on attendra de voir les solutions de rupture complète avec un risque de finalement rien faire et rater les objectifs, avoir une industrie qui se retrouve pas compétitive alors que tout le reste de nos... Enfin, on va avoir ces investissements qui vont se faire dans le reste de l'Union européenne. Sur le CCU, il y a 2 points. Donc, en fait, c'est un enjeu économique. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le CO2 biogénique est très important. Et il y aura une grande question qui va se poser sur est-ce qu'on fait le CO2 biogénique, on l'utilise pour faire des émissions négatives. Donc, si on le stocke en sous-sol, ça fait des émissions négatives. Et c'est un enjeu en post-2050 que l'Europe et la France passent en émissions négatives à un moment si on veut respecter l'accord de Paris.
Donc ça, c'est un point. Et CO2 biogénique est important pour la production de e-fuel, donc notamment maritime et aviation, parce que c'est le seul CO2 qui permet vraiment d'avoir un carburant décarboné, parce que si on fait de l'énergie fossile, finalement, on réduit les émissions que de 50% en combinant l'émetteur et le consommateur. Et sur ce point, en fait, c'est une question d'économie, c'est qu'on a d'autres règlements, donc le règlement fuel maritime et le règlement refuel avia, qui va créer des incorporations, des obligations d'incorporation de carburant durable dans l'aviation et le maritime. Et pour l'instant, on a un peu une position d'attente de l'industrie qui ne sait pas encore si c'est ça qui va driver le prix. Mais en réalité, si on suit les niveaux d'incorporation, notamment à 2035, on est sur du 20%, je crois, pour les SAF dans l'aviation. Atteindre ces niveaux-là va nécessiter de mettre beaucoup d'argent. Et potentiellement, peut-être que dans 5 ans, faire du e-fuel SAF va être plus rentable pour un industriel que payer un stocker pour le mettre au niveau géologique. Mais pour l'instant, il y a un peu des incertitudes sur est-ce que cette valorisation économique va être là. Enfin, en toute théorie, elle devrait être là, vu les contraintes que l'on met sur les secteurs, notamment aviation et maritime. Et c'est quand même une solution qui peut permettre de faire du bridge, enfin, qui peut permettre d'ici 2040-2050 de développer du captage dans des sites, de faire du e-fuel là où on n'a pas forcément le temps de développer les infrastructures de captage. Et c'est des technologies au niveau captage qui sont un peu les mêmes que ce qu'on va mettre sur le stockage. Donc en fait, ça va tirer l'écosystème, ça va permettre d'équiper les sites industriels et ensuite le CO2 ira vers le stockage ou ira vers le e-fuel en fonction de l'équilibre économique dans les années à venir. J'aimerais rebondir parce que j'entends votre analyse d'opposer le U et le S, orthogonaux, vous avez utilisé. Je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer, en fait. Ça vient d'être dit. La première brique, c'est le captage, elle est commune. Les investissements, justement, un industriel, il faut se mettre à sa place. Il va à un moment chercher toutes les voies pour rentabiliser son investissement. Donc, je pense qu'il faut justement bien intégrer le U et le S. Dans les hubs, on peut imaginer qu'une partie va aller sur du stockage, une partie sur du U. Ça ne sera pas binaire. Et voilà, je me permets d'apporter ce commentaire-là. C'est peut-être même dangereux d'opposer à ce point le U et le S. Et c'est plutôt les intégrer, me semble-t-il. Excusez-moi, on ne vous entend pas sans le micro. Et on va... Ouais. Bien entendu, le captage est commun et c'est ce qui est important, comme vous l'avez dit. J'ai oublié l'argument le plus important pour dire que c'est un contresens prospectif, c'est que dans le CCS, il n'y a pas de business model. Ce ne sont que des coûts ad vitam aeternam et payés par le contribuable ad vitam aeternam. Il est là le problème. Alors que dans le CCU, vous avez un business model parce qu'avec l'usage, vous pouvez vendre des produits. Alors, je suis d'accord que les subventions risquent d'être plus élevées au départ, comme ça a été le cas dans le solaire, souvenez-vous. Mais le solaire aujourd'hui est rentable et rapporte de l'argent à l'État parce qu'avec la baisse des coûts, on a eu quelque chose de rentable. Donc, à partir du moment où vous avez un business model, vous pouvez accélérer la recherche et l'industrialisation pour baisser les coûts parce que vous savez que ce sera rentable. Alors que dans le CCS, vous pourrez baisser les coûts autant que vous voudrez, vous savez que ce ne sera jamais rentable. Juste une remarque, je ne veux pas rentrer dans le débat, moi je suis d'accord que, personnellement je pense qu'il ça ne sert à rien d'opposer les items. Dans le cadre du hub dunkerquois, je peut-être mal exprimé, le réseau d'infrastructures qui est porté par GRTGaz sur le port est parti d'un open season qu'ils ont fait il y a quelques mois, dans lequel ils ont à la fois des clients et des émetteurs et des récepteurs. Donc il y a aussi des projets CCU dans le système, mais les plus mûrs aujourd'hui sont des projets CCS. Mais il y a un projet en CCU porté par Engie qui existe. Les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. Un projet CCU très costaud, c'est 300 000 tonnes de CO2. Ce n'est pas du tout à l'échelle des problèmes dont on parle en termes de zéro émission. Voilà. Merci. Je vais passer, on va peut-être aussi donner l'opportunité aux gens qui sont en ligne de poser leurs questions. Pardon, c'est ce que j'ai dit et on peut faire le débat en externe si vous voulez, mais je peux vous montrer plein de chiffres, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de questions en ligne, s'il vous plaît, donc j'aimerais aussi pouvoir leur donner la parole. On a quand même 400 personnes en ligne, donc c'est un peu normal de les faire intervenir. Et donc ça, c'est une question
que je vais adresser plutôt à Maxime Butler. Donc quelqu'un qui dit que Holcim est présent également aux États-Unis. Et dans ce cas-là, donc, est-ce que les conditions du CCUS sont meilleures aux États-Unis? Et si oui, pourquoi? Aux États-Unis, on a une situation qui est un peu différente. D'abord, les États-Unis, ça a été le premier pays à développer massivement le transport de CO2 à l'intérieur du pays et à faire de l'injection onshore dans des réservoirs pour faire ce qu'ils appellent le Enhanced Oil Recovery, donc pour récupérer plus de pétrole. Donc le CCS, finalement, ça existe déjà aux États-Unis. Le problème, je pense, des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté politique suffisamment forte pour faire du CCS. Les aides qui sont là-bas, des crédits d'impôt, ne sont pas suffisantes pour rendre les business models suffisamment bons, solides pour que ça marche finalement. Donc, voilà, niveau infrastructure, je pense que c'est là. Niveau support pour financier, pour développer le CCUS, il y a encore un peu de chemin. Merci. Je vais prendre une question dans la salle maintenant. Je vais essayer d'alterner. Monsieur. Merci beaucoup. Gauthier Ledreuil, conseil ERM. J'avais une question par rapport à monsieur Julien Viau. Il y a aussi en fait un commentaire par rapport à toutes les questions, enfin tous les commentaires qu'il y a eu, je pense, pendant la discussion, c'est qu'il y a toujours cette remarque qui fait que les entreprises ont besoin de financement, de subventions publiques en fait pour pouvoir marcher. Et c'est vrai que dès qu'on parle de technologie de rupture, il y a besoin de pouvoir lever un risque technologique important. Mais après, cependant, quand même, est-ce qu'en mettant en place des mécanismes de soutien trop structurés avec, par exemple, des CCFD, est-ce qu'on ne risque pas de créer une dépendance des entreprises vis-à-vis de cette aide publique et qui ne va pas les aider à aller chercher des vraies solutions de marché dans la façon dont ils vont pricer leurs produits pour qu'ils soient différenciés d'un produit vert, par exemple, qui reflète vraiment ça, qui reflète vraiment la protection de l'environnement, plutôt que de juste, en fait, stopper la décision finale d'investissement parce qu'ils n'auront pas trouvé une solution autre que de la subvention publique. Aujourd'hui, on envisage beaucoup l'Innovation Fund, le Connecting Europe Facility. Et en fait, on voit que tous les acteurs se posent la question, il n'y aura jamais de FID pour l'instant s'ils n'envisagent pas cette solution. Et nous, on travaille beaucoup sur la subvention et on voit qu'aujourd'hui, si tous les acteurs raisonnent de cette manière-là, en fait, il y aura des pipelines de projets qui vont rester sur le papier, mais qui ne vont jamais vraiment se concrétiser s'il n'y a pas les subventions. Et aujourd'hui, les enveloppes proposées par l'Innovation Fund ou même par France 2030, elles ne peuvent pas répondre à toute la demande. Merci, je vais peut-être donner la parole à Henri Pierre. Je n'ai pas de... comment dire je pense qu'il y a un effet incitatif très important. Par ailleurs, je suis d'accord avec votre propos sur l'innovation sur les produits, etc. Le grand sujet des infrastructures qui sont nécessaires, il faut quand même y trouver une réponse. Et je pense que, par exemple, j'ai entendu parler du contrat fort différent, c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup de projets, ne sont pas tous alignés dans le temps, dans la cinétique, mais celui qui doit faire le premier investissement, exemple, infrastructure de transport de CO2, comment il dimensionne et comment il prend ses risques, puisque si aujourd'hui, moi je parle de 1,5 million de tonnes à peu près dans le tuyau, la demande peut-être c'est 5 millions de tonnes, le porteur d'infrastructure, il conçoit comment son système et qui paye les risques si les industriels finalement arrêtent ou ne font pas, changent d'avis, ferment, externalisent leur production. Enfin, il y a plein de sujets. Donc, il faut quand même encadrer un petit peu ces risques. Voilà. Après, il y a quand même, je crois, un effet de levier d'entraînement pour
c'est quelque part une nouvelle économie qui se met en place en général. On a parlé du CCU, c'est clair que c'est une nouvelle économie. Il faut bien qu'il y ait des success stories, il faut bien qu'il y ait des gens qui y arrivent et il faut un peu les aider. Et sinon, ça décolle pas. Et puis, on est aussi, enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème mondial. Hein. Beaucoup d'actes, moi j'essaie de regarder un peu ce qui se passe dans tous les pays dans le monde, des clusters industriels. Il y a énormément de clusters industriels dans le monde entier qui travaillent sur ces sujets. Donc, on doit, en France et dans les régions, trouver les solutions aussi, parce qu'ailleurs, ça bouge. Voilà. Merci. Je vais reprendre cette fois des questions donc en ligne. En fait, je vais en regrouper deux. Première, c'est quel est le pourcentage de CO2 capté technologiquement par rapport au CO2 émis par les industries? Et celle que je mettrai avec, c'est quelles sont les solutions de captage alternatives à l'absorption par solvant, comme les MOF, zéolite ou l'électrocatalyse, qui sont également étudiés côté IFPEN. Je vais répondre à la première partie. Hein. On est capable maintenant, avec les solutions qui ont été développées, qui sont fiables, de capter jusqu'à 99% du CO2 dans un stream de fumée émise par un industriel, ce qui est élevé. Ce qui va être aussi important, et là on revient toujours à la réglementation, c'est de comprendre quelles vont être les normes, les standards qui vont derrière déboucher à l'utilisation ou le stockage du CO2. Et c'est important d'avoir des normes et des standards qui soient unifiés au sein du territoire français et aussi de l'Union européenne pour aussi désenclaver ces projets et amener une certaine assurance aux monteurs de projets. Donc, on a éludé ce sujet sur la question précédente. C'est pour pouvoir, les subventions vont pouvoir aider à lancer un certain nombre de projets. Mais on a besoin d'avoir des projets dérisqués, c'est-à-dire une technologie fiable, une intégration dans les industries pour que un certain nombre d'acteurs qui sont essentiels au développement de ce projet, comme les financiers, les assurances, puissent avoir des certitudes sur des projets qui ont des horizons lointains. Et c'est essentiel d'avoir cette sécurité technique au service des différents acteurs. La question, c'était donc les différents types de technologies qui sont... alors, à haut niveau de TRL, en effet, il y a tout ce qui est par absorption, on l'a cité, il y a par cryogénie, c'est des procédés là qui sont industrialisables. Et ensuite, en effet, on mène sont menées des explorations, on va dire, à plus bas TRL, donc en termes de maturité, sur des technologies type. Alors, MOF, c'est un média de séparation qui permet justement d'aller chercher les très basses teneurs en CO2. On voit que cette fameuse technologie dite du DAC, du Direct Air Capture, où on va aller chercher les faibles teneurs de ppm dans l'atmosphère, en tout cas, est un stimulant pour l'innovation et d'aller chercher des nouveaux médias de séparation, des nouvelles technologies. Donc, c'est étudié, notamment IFPEN, mais aussi par d'autres acteurs. Et là, c'est des technologies qu'on peut voir émerger, on sait, dans une dizaine d'années. Il faut du temps pour faire émerger industriellement de telles technologies. Merci. Je vais prendre une question dans la salle. Bonjour, Caroline Gibon du groupe Thales. J'ai une question relative au stockage du carbone. Connaissez-vous les conséquences géologiques du stockage et quels sont les critères pour choisir le meilleur lieu de stockage? J'imagine que la question m'est adressée. Écoutez, c'est une question tout à fait légitime et pertinente. Alors, les critères, clairement, c'est au niveau du site de stockage. C'est, je l'ai évoqué très rapidement, c'est de pouvoir évaluer précisément maintenant ses capacités de stockage. Et pour ça, c'est être en capacité finalement de bien caractériser ce site de stockage. Donc, c'est à la fois des études de caractérisation sur ce qu'on appelle la roche couverture. Il vous faut un réservoir et un réservoir étanche, en fait. Donc, avec une roche couverture qui permet au CO2 de ne pas diffuser. Et en même temps, il faut, à l'intérieur, pouvoir bien capter le CO2. Il faut imaginer, il ne faut pas imaginer une bulle de CO2 dans le sous-sol. Je vais peut-être dire des choses très naïves, mais en fait, il faut imaginer du CO2 comme dans une espèce d'éponge un
peu une pierre ponce en fait, très poreuse et où le CO2. Donc ça ressemble à ça avec souvent de la saumure. Voilà, parce qu'on peut imaginer que le captage CO2, c'est qu'on est en train de faire une grosse bulle de CO2 au fond du sol. C'est pas du tout ça. Voilà, et il est ce qu'on appelle en phase dense, hein, c'est-à-dire on se met dans des conditions, en tout cas c'est la profondeur, vous êtes à plus de 800 mètres de profondeur, et vous êtes dans des conditions de pression, de température qui permet en fait de capter et de pouvoir stocker un maximum. Donc c'est une étude qui regarde à la fois, bien sûr, en termes de la roche-mère, d'être sûr qu'il n'y ait pas de fuite et de faille, et ensuite c'est de prédire, de pouvoir prédire l'évolution du CO2 au sein de. Donc, c'est vraiment ces études-là qui sont menées par. Alors là, on est dans les ingénieurs du sous-sol. On s'appuie bien sûr sur tout ce qui a pu être fait aussi dans le oil and gas et on adapte ces différents outils, ces différents logiciels. On passe beaucoup par la modélisation numérique, mais aussi par des données terrain en fait, qui permettent aux ingénieurs de bien caractériser. Y avait-il un autre élément dans votre question? J'en ai peut-être oublié. Non? Est-ce que c'est bon? Il y a une question également dont on a un tout petit peu parlé, en tout cas Pierre-Franck Chevel a abordé en introduction et j'aimerais bien qu'on y revienne. On n'en a pas parlé là avec vous. C'est la question de l'acceptabilité sociétale ou sociale. Comment est-ce que vous gérez ça dans vos projets? Oui, c'est une très bonne question. Donc, il faut aller vers le public, vers le territoire. L'activité sociale en général des projets. Donc, il y a notamment organisé au niveau national la consultation nationale du débat public. Ça existe dans ces gros projets, mais ça ne suffit pas, je pense. Et donc, moi, j'ai simplement parlé de ce qu'on fait à Dunkerque. On a une énorme, disons, organisation pour toucher l'habitant. Donc, tout au long de l'année, il y a des événements qui présentent aux enfants, aux écoles, aux parents et aux citoyens en général l'ensemble des projets du territoire, qui bouleversent aussi parfois l'organisation de la vie quand il y a des travaux à côté de chez vous ou autre. Donc, on a plusieurs fois par an des événements qui, sous forme de village du futur, sous forme de fabuleuse factory, essayent d'expliquer en quoi les projets du territoire, ce qu'ils sont, notamment en matière d'industrie. Et on touche énormément de personnes. Donc, par exemple, cet été, et tous les ans, il y a sur la plage de Dunkerque un village du futur, il y a eu 25 000 visiteurs qui viennent voir EDF, qui viennent voir Engie, qui viennent voir le recyclage, la collecte des déchets, qui viennent voir la sobriété, qui viennent voir tous les ateliers en fait, qui existent. Il y a un palais de l'univers et des sciences qui a été ouvert cette année dans une agglomération qui s'appelle Capelle-la-Grande, dans laquelle il y a des expositions, il y a par exemple une animation, alors, si je reviens sur le CO2, une animation qui s'appelle Mission Zéro, Dunkerque en route vers la neutralité carbone. Donc voilà, il faut expliquer, et notamment le terme du CCS, puisque c'est une de vos questions, doit être expliqué. Donc on a fait des panneaux en étant aidé par les compétences du BRGM, de personnes du BRGM, pour expliquer c'est quoi le stockage du CO2, en quoi c'est risqué, pas risqué, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que c'est, à quelle profondeur, les aquifères salins, enfin, tous ces sujets-là. Donc, je crois que c'est essentiel, parce que si tout le monde sait ce que ça veut dire, décarbonation, projet décarbonation, le grand public ne sait pas, et ne comprend pas ce que ça veut dire comme changement éventuellement chez lui ou à côté de chez lui. Et donc, c'est essentiel de faire ça. Ça ne suffit pas. Je pense que ça doit être porté aussi nationalement. Si on revient sur le CCS ou le CCUS, c'est très important que la stratégie nationale du CCUS ait été mise en place. Parce que l'État doit porter ça. L'État doit expliquer pourquoi on doit en faire, débattre de l'intérêt, de la priorité, mais c'est très important de porter ça. Sinon, ça reste que des projets pas compris, discutés, etc., etc. Donc, il faut ne pas avoir peur d'expliquer pourquoi on fait les choses et puis débattre quand il faut débattre. Et oui, je débat souvent avec des organisations non gouvernementales qui ont d'autres avis ou d'autres visions, et c'est important de partager. On a eu aussi le climat Libétour qui s'est passé à Dakar cette année, donc voilà. Merci. Je poursuis avec une question peut-être pour Julien Viau concernant donc le captage du CO2 pour les entreprises qui sont éloignées des hubs. Comment est-ce que vous envisagez ça? Quel type de transport pour envoyer ce CO2 éloigné jusque vers les hubs?
Non, mais c'est une question difficile parce qu'on a, on a ces zones industrielles bien identifiées, on a nos grands émetteurs, enfin une grande partie des grands émetteurs, mais on a aussi une industrie qui est dans les territoires et qui n'est pas forcément sur ces zones où on va avoir en fait les premiers investissements qui se font déjà, comme ça a été présenté à Dunkerque. Et c'est un vrai sujet, c'est un sujet de coût, jusqu'où va aller le réseau de pipe, et c'est un sujet et de temporalité. Parce que, en fait, on pourrait en théorie aller chercher certains sites, mais est-ce que le tuyau arrive en 2030, est-ce qu'il arrive en 2035, en 2040? Et on est aussi dans une problématique qui est complexe, parce que ce n'est pas un réseau de gaz où on sait qu'on a une ville, il y aura forcément une demande à tel endroit. On est en fait sur un réseau pour aller chercher une cimenterie, aller chercher un site industriel tout seul, ce qui pose quand même des questions de planification et de visibilité. Il y a, il y a un premier point quand même à rappeler, c'est que le transport par pipe, ça serait la meilleure solution et la plus efficace économiquement. On peut aussi faire du transport rail ou fluvial, route. Il y a des coûts qui sont plus élevés. Après, la brique coût n'est pas la brique transport dans la chaîne capture, transport, stockage, c'est pas la plus importante. Donc même si on fait du transport de CO2 hors pipe, ça peut être rentable, en tout cas dans une phase de transition en attendant que les réseaux arrivent. Et c'est là qu'on peut avoir aussi un arbitrage sur un site qui est un peu isolé, de finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller transporter ce CO2, de payer un stockage, et peut-être que pendant au moins une période assez longue, on peut faire du e-fuel, on peut faire du CCU, parce que typiquement, là, économiquement, ça peut être plus rentable de mettre l'usine de e-fuel pas très loin du site et de produire son e-méthanol, son e-fuel de façon locale, et ne pas avoir ce transport. Donc, il y aura sans doute un arbitrage des industriels, et qui est déjà fait. Hein, le projet Lafarge Élysée du Fonds Innovation va miser d'abord sur le e-fuel de façon transitoire en tout cas, et pourrait envisager du CCS plus tard pour une partie du site en fonction de l'arrivée de la brique transport, on va dire pipe, juste au site. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? On pourrait prendre maintenant. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de question. Ce n'est pas réellement une question, c'est plus une remarque par rapport à la discussion qui a eu lieu précédemment, Maxime Caillot, Axence. En réalité, on parle de CCS. Le captage, on sait faire. En réalité, le captage de CO2, on le fait depuis des décennies. J'entends parfois que c'est une industrie balbutiante, mais en réalité, ce qui est balbutiant, c'est les volontés d'investissement. Parce que le captage, on sait faire. Il faut s'adapter aux nouveaux émetteurs, à leurs spécificités. Et l'innovation réside aussi dans le fait de faire ce captage à faible coût énergétique, le plus bas possible, pour rentabiliser l'ensemble. Ensuite, sur la destination du CO2, ça dépend effectivement de ce qu'on veut en faire. On peut choisir de garder ce CO2 inerte et de le stocker, ou alors l'utiliser pour ce qu'il peut être, et ce qu'on sait faire depuis, là aussi, ce qu'on utilise à bon escient depuis des décennies, voire des centaines d'années, c'est-à-dire un vecteur énergétique. Parce qu'en réalité, quand on parle de CCU, c'est essentiellement un transfert d'énergie. On liquéfie de l'énergie électrique. Donc le vrai enjeu derrière, c'est l'électrification et les capacités de production électrique décarbonées. Et on n'en a pas parlé parce qu'effectivement, ce n'est pas vraiment l'objet de la discussion aujourd'hui, le CCU, mais c'est le vrai enjeu qui peut y avoir derrière. Ensuite, ce qui permet au CCS ou au CCU de voler, ça reste la réglementation à l'échelle européenne, parce que c'est notre écosystème et qu'on en parle beaucoup. Mais c'est ça qui permet à du CCU et à des produits issus de CCU d'être compétitifs par rapport aux fossiles, parce qu'en réalité, il ne faut pas se voiler la face. D'un point de vue énergétique, il sera toujours beaucoup plus intéressant d'aller chercher du kérosène que de fabriquer à partir de CO2 et d'électricité décarbonée du jet. Pour autant, technologiquement, c'est le faire. Et côté Axence IFPEN, on y travaille. On a des technologies qui permettent de le faire. Et de la même façon, c'est la réglementation qui permettra au CCS d'être rentable si on choisit collectivement qu'il est plus utile de mettre ce CO2 dans le sous-sol que de le réutiliser comme vecteur énergétique. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il n'y a rien qui ressemble plus à une molécule de CO2 qu'une autre molécule de CO2. Qui soit biogénique ou pas, sa réactivité sera la même, et sa destinée sera celle qu'on décidera d'en faire. On peut toujours le comptabiliser pour utiliser la part biogénique à des fins de réutilisation si on le souhaite, ou de stockage. On peut faire une comptabilité, ça c'est entièrement possible. Donc voilà, c'était juste quelques remarques par rapport à la discussion qu'on a eue. Merci beaucoup. Monsieur Chauvet, vous vouliez intervenir ou non, pardon.
J'ai cru voir un signe tout à l'heure. Excusez-moi, de toute façon, on arrive donc au bout de la demi-heure d'échange. Il y a encore énormément de questions et je suis désolée, on ne peut pas toutes y répondre. Court. Il y a 2 questions ici. Michael, il y a 2 questions. Ok, bah, une dernière question, mais ça sera vraiment la toute dernière. Merci beaucoup. J'ai une question. Bon, on a parlé beaucoup des États-Unis, ce qui se passe, et on sait aujourd'hui qu'un des gros blocages aux États-Unis, je pense que l'Inflation Reduction Act, c'est quelque chose qui pousse et qui fait bouger l'industrie. Mais la partie des réglementations et des clartés dans la régulation des transports, on parle beaucoup de l'infrastructure. Et on sait aujourd'hui que ce qui bloque beaucoup aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas une clarté de l'infrastructure, les besoins, comment on va construire, etc. Et ma question, c'était pour Monsieur Vieux, je crois que c'est comme ça, Julien Vieux. Et vous avez mentionné que vous envisagez d'avoir une réglementation en France pour les transports de CO2. Et ma question, c'est est-ce que dans cette réglementation, est-ce qu'il y a tous les intervenants de la chaîne de valeur, les émetteurs, mais aussi les storage opérateurs qui interviennent? Et deuxièmement, est-ce que cette réglementation sera aussi en coordination avec les restes de l'Union européenne ou sera quelque chose qui sera plutôt local pour la France? À ce stade, l'enjeu, c'était surtout de consulter. Donc, il y a eu pas mal de consultations avec la stratégie et des questions posées. Il y a eu une consultation spécifique organisée avec les gérants d'infrastructures, les émetteurs, les transporteurs, pour identifier ce qu'il fallait faire. Donc, à ce stade, on n'a pas encore décidé où est-ce qu'on va aller exactement. L'enjeu est d'apporter la visibilité en termes de réglementation, parce qu'on peut avoir simplement des règles très transparentes qui obligent le transporteur à ne pas discriminer un émetteur, des choses comme ça. Et on peut aller très loin ensuite dans de la réglementation beaucoup plus contraignante ou plus précise. Et à ce stade, on n'a pas encore défini exactement ce que l'on voulait faire. Donc, c'est des réflexions à ce stade, et l'enjeu étant de donner le plus rapidement possible de la lisibilité. Et à l'inverse, il faut qu'on trouve un juste milieu, parce que si on veut trop réglementer, on peut aussi risquer de ralentir des projets qui peuvent se faire en fait simplement de façon privée. Enfin, en ce moment, Ekiom et Loist à Dunkerque et le pôle Dunkerque n'ont pas besoin de réglementation pour en fait développer leur réseau entre 2 ou 3 émetteurs et le site d'export. En fait, on pourrait faire du laisser-faire, mais on peut aussi considérer qu'il faut mettre un certain niveau de réglementation. Le niveau européen est important, donc on a NZIA. Et pour donner la perspective un peu longue, je ne sais pas si c'est une dernière question, mais la Commission européenne va faire une communication le 6 février ou le 8 février sur sa stratégie management carbone, carbon management, donc en fait sa stratégie de gestion du carbone. C'est un nouveau terme poussé par les Américains, le carbon management, pour un peu sortir de l'acronyme CCUS, qui sera la stratégie européenne sur le carbone. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y aura un enjeu potentiellement de réglementation de ces enjeux de transport au niveau européen pour essayer d'aller au-delà de ce qui est fait actuellement. Donc actuellement, ce qui est fait, c'est des projets d'intérêt commun, les PCI, où on a des financements pour faire des premières briques de transport entre États, mais la Commission a réfléchi à une vraie stratégie, à une vraie obligation des États à assurer le transport du CO2 et de réglementer. C'est un premier point. Et cette stratégie la communication sur cette stratégie sera faite en même temps que l'étude d'impact de la Commission sur le nouvel objectif climatique 2040 de l'UE. Vous avez peut-être entendu parler. Là, on fait moins 55% en 2030. Il y a des questions sur qu'est-ce qu'on va faire en 2040, potentiellement entre moins 80 et moins 90% en 2040. Donc, le commissaire, le nouveau commissaire néerlandais, quand il a été nommé, a dit, moi, je vais essayer de défendre le moins 90% net en 2040. Moins 90% net, c'est assez fort. Il va falloir qu'on développe très fortement le CCS, le CCU, pour décarboner très rapidement l'ensemble de l'économie. Et un des enjeux, ça va être de donner une visibilité dans les nouveaux instruments, ETS notamment, des absorptions de carbone. C'est-à-dire que là, en fait, pourquoi les industriels choisissent le CCS? Parce qu'ils savent que s'ils font du CCS maintenant, ils auront une réduction de leur allocation de quotas. Du coup, ils ne paieront pas leur quota ETS. Alors que s'ils font du CCU, ils vont continuer à payer leur quota, ils vont devoir vendre cette valeur à quelqu'un. Mais quand on a du CO2 biogénique et qu'on le stocke, pour l'instant, on n'a pas de valeur économique. Et potentiellement, en fait, dans cette discussion qu'on aura sur le cadre 2030-2040, c'est comment on donne une valeur économique à un acteur qui prend du CO2 biogénique, qui fait des émissions négatives, qui sont
voilà, qui ont un intérêt commun au niveau de l'UE et au niveau planétaire. Et ça sera une des discussions qui vont potentiellement donner encore plus de valeur économique à ce type de projet pour accélérer leur développement. Merci. C'était la dernière question. Le temps est cette fois écoulé. Ça conclut donc notre rendez-vous qui était consacré au rôle du CCUS pour la décarbonation de l'industrie. Il me reste à remercier nos panélistes pour la qualité de leurs interventions, à vous remercier également pour vos questions, pour la richesse du débat que nous avons eu. On a pu voir différents enjeux, beaucoup de questions qui se posent encore, et donc cette filière CCUS qui commence à s'installer avec en regard une stratégie au niveau français ou européen. Je vous propose d'applaudir à nouveau nos panélistes. Et donc, rendez-vous dans 6 mois, ou environ 6 mois, pour un nouveau rendez-vous IFPEN sur une thématique que je ne vous dévoilerai pas encore, je ne la connais pas encore, mais vous le saurez bientôt. Merci à vous tous, très bonne journée.